Bienvenue dans le 20h de ce samedi 28 juillet. Vous êtes sur RTI 1. 6 projets d'accord ont été signés entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso pendant le 7e traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso tenu à Yamoussoukro. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères a invité le comité conjoint de suivi à plus de rigueur. Les hépatites virales, comment les prévenir? Peut-on en guérir? La plateforme Village de la Santé Côte d'Ivoire sensibilise les acteurs du système pour une meilleure prise en charge, notamment pour mettre fin à la transmission mère-enfant. Pascal Affinguesson, élu président du Front populaire ivoirien FPI avec 99,99% des voix. Le congrès ordinaire du parti a refermé ses portes hier samedi. La remobilisation des militants et les prochaines échéances électorales étaient en pole position. Au Mali, 8 500 000 électeurs sont appelés à choisir demain leur chef de l'État. La campagne électorale a pris fin ce vendredi 27 juillet, un dernier jour qui a donné une coloration particulière à Bamako, la capitale malienne. Bienvenue dans le 20h. Se connaître soi-même par la pensée et par la méditation, des clés pour être en harmonie avec son être. Et ces clés, l'écrivain holistique Médard Kouassi les livre dans son œuvre La force de la pensée. Comment tirer profit de la puissance de votre pensée? Et nous en parlons avec lui dans la page culture de ce soir. Bonsoir Médard Kouassi. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Nous en reparlons tout à l'heure dans une trentaine de minutes. Nous allons parler avec vous des clés du succès mental et des clés du succès tout court, pourquoi pas? Oui, bien sûr. À tout à l'heure. Merci. Au terme du traité d'amitié et de coopération en Côte d'Ivoire-Burkina Faso, le ministre burkinabé des Affaires étrangères a invité le comité conjoint à plus de rigueur et de suivi. Selon Alpha Barry, les résultats sont notables et même s'il y a encore du travail, le TAC a déjà connu pas mal d'avancées. Alvarassa. Les résultats du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont-ils vraiment palpables? Oui, répond le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Alpha Barry, régulièrement à la tâche pour suivre avec son collègue des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire à Montano l'évolution de ce traité. Et cela est à mettre à l'actif des deux pays qui veulent se développer et devenir des puissances régionales et internationales. À l'image de l'Allemagne et de la France, c'est important qu'il y ait cette relation-là très forte qui consolide donc les liens d'amitié entre les deux pays. Maintenant, sur le plan coopération, il y a un travail qui est fait et aujourd'hui on a des résultats. Par exemple, au niveau de l'approvisionnement en hydrocarbures, il y a un accord qui a été déjà signé entre la CIR et la Sonabi qui est la Société nationale d'hydrocarbures du Burkina. Au niveau du chemin de fer, la convention de concession révisée va être introduite au Parlement burkinabé en septembre. Au niveau de la matérialisation des frontières, les comités nationaux ont été créés des deux côtés et donc ils devraient pouvoir travailler pour cette matérialisation. Il y a de nombreux résultats, comme par exemple la délivrance des diplômes. Vous savez, les étudiants, les élèves burkinabés qui font l'école en Côte d'Ivoire, qui ont des diplômes, et comme la délivrance prenait du temps, quand ils se retrouvent au Burkina, ils n'ont pas de diplôme pour pouvoir s'inscrire, ils n'ont pas de diplôme pour pouvoir passer des concours. Et donc à ce niveau, le problème est réglé à 92%, en tout cas des délivrances. Donc il y a quelques résultats comme ça. Et nous attendons beaucoup d'autres et c'est ce que les chefs d'État ont donné comme orientation pour qu'on aille vite. Et nous espérons qu'au comité de suivi qui va se tenir dans quelques mois, donc dans environ 6 mois, on va pouvoir présenter encore de nouveaux résultats. Le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Alpha Barry, souhaite que le comité conjoint de suivi soit plus qu'actif avec toute la rigueur pour faire bousculer les chantiers et donner des résultats convaincants dans tous les secteurs d'activité. Cela au profit du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire.
Le 6e atelier national d'identification des réformes de l'agenda 2017-2019 est ouvert. Il vise à formuler des projets de réforme susceptibles de permettre à la Côte d'Ivoire de se hisser dans le top 50 de meilleures performances Doing Business à l'horizon 2020. Le reportage de Jean-Luc Gbangbo. La Côte d'Ivoire dans le top 50 des meilleures performances Doing Business à l'horizon 2020. Un rêve que voudrait bien réaliser le gouvernement ivoirien pour accroître son taux des investissements et faire prendre au secteur privé le relais des investissements publics. Depuis 2013, le pays s'est engagé à améliorer son environnement des affaires à travers une série de réformes avec des résultats tangibles. Les réformes sectorielles entreprises ont permis de réduire les complexités, délais et coûts liés au processus administratif et de renforcer la solidité des institutions juridiques. Ces efforts, reconnus par le groupe de la Banque mondiale, ont valu à la Côte d'Ivoire d'être classée successivement en 2014 et 2015 au rang des 10 pays les plus réformateurs au monde et de faire passer son classement général de la 177e place en 2013 à la 139e place en 2018. De nouvelles mesures de réforme ont été identifiées par les experts impliqués dans l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire. Leurs travaux à Grand Bassam permettront ainsi de déterminer les réformes les plus pertinentes et susceptibles de faire évoluer significativement le classement de la Côte d'Ivoire. Dans le domaine de la santé, la plateforme Village de la Santé Côte d'Ivoire sensibilise les acteurs du système pour une meilleure prise en charge de l'hépatite, une maladie qui touche 2 milliards de personnes dans le monde. Et l'accent est mis sur la transmission mère-enfant. Une femme sur 3 transmet le virus à son enfant. Davy Soyo et Franck Quadio. Elle touche à 2 milliards de personnes dans le monde. L'hépatite virale, appelée encore tueur silencieux, est peu connue des populations au plan national. Le taux de prévalence de l'hépatite B, la plus répandue et la plus dangereuse, est de 13% selon l'OMS. Dans le but d'amener les populations à prendre conscience de ce fléau, la plateforme Village de la Santé en Côte d'Ivoire tient une conférence sur les hépatites. Nous avons souhaité organiser ce débat pour une sensibilisation au sein de ce département qui forme des agents de la santé, parce que sur le terrain, nous avons remarqué que non seulement les populations ne savent pas ce que c'est que l'hépatite virale, mais malheureusement, une bonne partie du personnel de la santé ignore tout de l'hépatite virale. Une séance de renforcement de capacité qui est loin de déplaire à Franck, étudiant infirmier en 3e année. Je viens pour la conférence sur l'hépatite, juste pour approfondir les connaissances que j'ai apprises ici à l'INFAS. Le thème du jour, hépatite virale et prévention transmission materno-fœtale avec un taux de 33%. La transmission mère-enfant inquiète le programme national de lutte contre les hépatites virales. La transmission mère-enfant est un mode de contamination très important en ce qui concerne l'hépatite virale B, et les études qui avaient été faites à l'époque montraient qu'une femme infectée sur 3 pouvait transmettre le virus de l'hépatite B à son bébé à la naissance. Donc devant cette triste réalité, il était important de mettre en place une prévention de la transmission mère-enfant, à l'instar du VIH-Sida, parce que la PTME du VIH-Sida a connu un succès. Aujourd'hui, il faut éviter de partager certains objets qui portent le sang, parce que c'est un virus qui est dans le sang, qui est très difficile à décontaminer. 2 heures de réflexion, des échanges jugés enrichissants par responsables, encadreurs et apprenants. En tant qu'infirmier, c'est pour moi un honneur de dire à un parent que l'hépatite virale est une maladie vraiment très dangereuse. Voici le mot de prévention, pour que ta famille soit infectée. Parce que juste une brosse à dents, toute une famille peut être infectée. À chaque 28 juillet, les organisations internationales et les plateformes locales conjuguent leurs forces en vue de bouter hors de nos frontières ce fléau qui constitue la première cause du cancer du foie et de cirrhose en Côte d'Ivoire. Les hépatites virales font chaque année de nombreuses victimes en Côte d'Ivoire et c'est aussi le cas des maladies cardiovasculaires. La Fondation Didier Drogba et l'ONG internationale Earth Fund initient une clinique mobile pour le dépistage de ces maladies auprès de milliers de personnes. Et une centaine d'enfants et d'adultes ont, grâce à ce projet, été gratuitement opérés du cœur. Franck Quadio. Bloc chirurgical de l'Institut de cardiologie d'Abidjan,
Des parents attendent leur passage. Leurs enfants ont été diagnostiqués lors des séances de dépistage lancées dans plusieurs quartiers d'Abidjan et alentours par l'ONG internationale Earth Fund en partenariat avec la Fondation Didier Drogba. La phase 2, durant 3 jours, une vingtaine d'opérations chirurgicales gratuites d'enfants souffrant de cardiopathie avec pour particularité une intervention sans ouverture du thorax. Donc on passe par des vaisseaux qui sont au niveau de l'aine. On monte un petit guide et on déploie une prothèse ou un ballon qui permet de traiter la malformation qui est au niveau du cœur. Alors aujourd'hui, il y a une proportion qui est connue de manière internationale, qui touche l'intégralité de tous les pays, c'est 1%. Donc pour 100 naissances, il y a une naissance qui présente un enfant qui présente une cardiopathie congénitale. Ça, ce sont les naissances qui survivent. D'accord ? Mais ensuite, les maladies cardiovasculaires, elles intéressent aussi les enfants qui grandissent. À travers la baie vitrée, les équipes du Dr Leu interviennent sur un cas. Un enfant de moins de 2 ans, à leur côté des praticiens ivoiriens bénéficiant de cette collaboration. Et le cas qu'on vient de voir, c'est un cas de dilatation des sténoses valvulaires pulmonaires. Donc c'est un bébé de 14 mois qui avait une valve pulmonaire, donc une porte qui ne s'ouvrait pas bien. Donc ça fait que l'enfant fait de l'insuffisance cardiaque et mort peut s'en suivre. Donc il vient de bénéficier d'une dilatation de sa sténose pulmonaire, ça s'est très bien passé. Et donc à date, en tout cas, nous sommes hier on a fait 7 cas, ce matin nous sommes à 5, donc ça fait 12 cas qui viennent de se passer sans complications et puis les résultats sont plutôt très bons. En salle, des chirurgiens, mais aussi des personnalités célèbres venues d'ailleurs, le top modèle ukrainien Alina Baikova et l'acteur américain Gary Jordan de la série Les Experts de Miami. Je suis particulièrement touchée par le travail qui est fait dans le bloc, mais je me dis, en tant que parent aussi, comment faire pour éviter d'en arriver là? Est-ce qu'on peut prévenir? Alors il y a les maladies congénitales, donc voilà, c'est de naissance, mais pour tout le reste, comment on peut éviter que des enfants doivent passer par du bloc et par ces situations? Des cadeaux pour enfants malades, une opération sur le terrain à travers un car médical mobile, et un don de prothèses à l'Institut de cardiologie d'Abidjan en valeur environ 250 millions de francs CFA pour le suivi des malades, car à la réalité, la prise en charge des cardiopathies congénitales a un coût élevé. La prise en charge de ce type d'intervention, si vous devez le réaliser dans un pays européen ou en Europe du Nord, en tenant compte des coûts des soins, vous ne vous en sortirez pas à moins de 15 millions. De francs CFA. Pour la méthode normale, 15 à 20 millions, ça dépend du cadre. À l'Institut, nous proposons de faire ces interventions à 1 million, 1,5 million. Mais même là encore, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a très peu d'Ivoiriens qui sont en mesure de le faire. Cela d'autant plus que ces pathologies, ces affections ne sont pas prises en compte par les assurances. Notons que cette opération de Earth Fund et de la Fondation Didier Drogba a permis le dépistage de plus de 5000 personnes depuis 2015 en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité politique, le 4e congrès ordinaire du Front populaire ivoirien FPI s'est refermé ce samedi par les élections des instances dirigeantes du parti. Pascal Affi-N'Guessan reste à la présidence du FPI en remportant 99,99% des voix. Herman Guivet. Deuxième jour du 4e congrès ordinaire du Front populaire ivoirien. À l'ordre du jour, élection du président du parti et du président du comité de contrôle du parti. Pascal Affi-N'Guessan, seul candidat en course pour le poste de président, et Kwawenye Marcelin pour le poste de président du comité de contrôle du parti. Place au vote des congressistes en file indienne. Chacun s'empresse de glisser son bulletin de vote dans l'urne. Dépouillement, puis résultat, Pascal Affi-N'Guessan élu au poste de président du FPI à 99% des suffrages exprimés. Est donc élu au poste du président du Front populaire ivoirien le camarade Pascal Affi-N'Guessan candidat sortant. Le président élu décline tout de suite ses grands chantiers. Nos 10 chantiers restent d'actualité, c'est-à-dire le renforcement du parti, l'unité interne du parti, l'actualisation de notre vision politique et de notre programme de gouvernement, la communication pour améliorer l'image du parti dans l'opinion
le repositionnement international du parti, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas servir la Côte d'Ivoire sans avoir des réseaux au niveau international. C'est vraiment ce chantier-là que nous allons poursuivre d'ici 2020. Une élection dont se félicitent plusieurs cadres du parti. Cette élection m'inspire l'espoir. Depuis 17 ans, on n'avait pas encore fait un congrès. Et ce congrès nous redonne l'espoir. On est venu sonner la mobilisation. Les militants vont retourner dans les bases pour aller continuer la bataille. J'ai été très ému parce qu'il le mérite avec tout ce travail qu'il a élaboré depuis 1990. C'est une confirmation. Et nous autres, nous croyons que Afi N'Guessan est l'homme de la situation FPI. Saluant la mobilisation de tous les congressistes, Pascal Afi N'Guessan a tenu à les rassurer quant à la détermination de leur parti à aller confiant aux élections de 2020. La Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire lance la 3e édition du Prix des droits de l'homme. Elle est marquée par la protection des droits des migrants et des réfugiés en Côte d'Ivoire. Le jury, composé de 8 membres, est présidé par le professeur Francis Vaudier, Ahmed Traoré et Herman Guivet. Chaque année, la CNDHCI, Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, décerne un prix aux acteurs qui s'illustrent de manière excellente dans la promotion et la protection des droits humains. Pour cette 3e édition, le thème retenu est la protection des droits des migrants et des réfugiés en Côte d'Ivoire. C'est un prix qui vise à soutenir les initiatives des acteurs qui exécutent des projets sur le terrain ou qui ont mené des actions, n'est-ce pas, pour protéger les droits des populations. Le prix va récompenser toutes les initiatives de personnes morales ou physiques qui ont mené des actions ou qui vont mener des actions en lien avec ce thème. Choisi comme président du jury composé de 8 membres, le professeur Francis Vaudier se dit honoré de cette désignation. Le prix des droits de l'homme de la CNDHCI sera remis cette année par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly le lundi 10 décembre à la primature. En sport football, les Guêpes de Williamsville Athletic WAC affrontent demain dimanche l'équipe du Nigeria. Une rencontre dans le cadre de la 4e journée de la Coupe CAF. Et c'est là une opportunité pour le WAC de récupérer la première place qui lui a été ravie par l'adversaire. Patrick Dadier et Samuel Metch. S'étant incliné 1-0 au match aller face au Nigérian d'Enyimba, mercredi 18 juillet 2018, lors de la 3e journée de la Coupe de la Confédération, les Guêpes de Williamsville Athletic Club jouent gros face au même adversaire. Un seul objectif, reprendre le fauteuil de leader, abandonné au profit d'Enyimba, 6 points, qui distance l'équipe ivoirienne de 2 points. Les poulains du président Koné Abakar, le sachant, vont devoir compter sur la fougue de leur jeunesse, leur mental de gagneur et leur capacité de réactivité à pouvoir faire ombrage aux assauts de l'adversaire. C'est un match de championnat, un mini-championnat. On était premier. On a perdu au Nigeria et actuellement nous sommes en train de nous renforcer pour pouvoir gagner ce match. Parce qu'on veut terminer en première place. Donc c'est très important de gagner ce match. L'attaque du WAC doit se montrer plus à droite devant les buts afin de concrétiser le maximum d'occasions. Mais attention au rouge et blanc de Kejil Zakariasen. Enyimba est une équipe qui joue très physique. Elle excelle dans les contre-attaques et les frappes à distance. Avec 4 points, le WAC a un calendrier plutôt favorable pour les 3 dernières confrontations. Les Guêpes, après ce choc, se déplacent le 17 août pour croiser le club Athlétique Renaissance Aiglon de Brazzaville et vont clore à domicile le 28 août 2018 devant le Djoliba du Mali. Et le football fait partie des disciplines des Jeux de la francophonie. Après le succès des 8e Jeux d'Abidjan, le gouverneur Robert Begré-Mambé a adressé une mention spéciale aux femmes du district autonome d'Abidjan. Elles ont joué, selon lui, un rôle important dans cet événement international qui s'est tenu avec succès en terre ivoirienne. Issa Yeo. Les Jeux de la francophonie de 2017 ont été un franc succès en Côte d'Ivoire. Un succès réalisé grâce à l'engagement et à la détermination des femmes du district d'Abidjan. En reconnaissance, le district autonome d'Abidjan a organisé une fête à leur honneur pour les magnifier. Le rôle que nous avons joué, nous les mamans, en ces Jeux de francophonie, ça nous a permis de voir la valeur humaine, l'amour, la solidarité
qui sont des vertus qui amènent tout le monde à aller plus de l'avant. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se comprenne et que nous vivons bien ensemble dans l'harmonie et l'amour. Les mamans et les tatas, ces femmes chargées de gérer le village Akwaba étaient aux petits soins des 4000 athlètes, artistes et accompagnateurs de ces Jeux. Elles ont traduit dans les faits la légendaire hospitalité aux autres. Et je puis vous assurer que tous ceux qui ont participé à ces Jeux et qui ont goûté aux plats ivoiriens sont repartis très heureux parce que la qualité de la restauration réalisée par notre sœur était de très haut niveau. Dans les maquis qui étaient à proximité du village des Jeux, au bord de la plage, au sein de l'INJS, étaient tenus par nos sœurs. Et là aussi, les athlètes ont apprécié au niveau de l'encadrement des athlètes. Les mamans avaient un rôle spécifique, c'est de veiller à ce que rien ne manque aux athlètes du point de vue de leurs courses, de la restauration, de leurs interrogations et de leur volonté de connaître la ville. Robert Begrumambe a exhorté les femmes du district d'Abidjan à être toujours disponibles pour accompagner les grandes actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Au Mali, la campagne électorale pour le scrutin présidentiel de dimanche a pris fin hier vendredi. Un dernier jour qui a donné une coloration particulière à Bamako, la capitale malienne. Chacun des 24 candidats mettant les bouchées doubles pour séduire le plus d'électeurs. Sidonie Davila est notre envoyée spéciale à Bamako. Pour les derniers meetings, les candidats choisissent pour la plupart d'être en région. Nous devons amener tous les Maliens, toutes les Maliennes ensemble, pour qu'on puisse commencer à travailler ensemble, sans avoir peur que l'un ou l'autre vous porte ombrage. Tu es un ingénieur, il y a un économiste ou un juriste qui connaît son domaine mieux que toi. Ensemble, vous allez progresser. C'est ça que je veux faire dans ce pays-là. Dans les différents QG, c'est l'heure du bilan après 3 semaines de terrain. Au parti du Rassemblement pour le Mali, RPM, de IBK, Ibrahim Boubacar Keïta, la tournée aura permis d'apprécier le niveau d'adhésion des populations. Nous avons abordé cette campagne avec beaucoup de conviction, avec la passion de gagner, mais aussi avec beaucoup d'humilité et de responsabilité. Tout le long des tournées, le candidat Ibrahim Boubacar Keïta, l'accueil fabuleux lui a été réservé, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. À l'Union pour la République et la démocratie, URD de Soumaïla Cissé, la campagne, l'occasion de dévoiler son plan sécuritaire. Pour lutter contre l'instabilité, contre le terrorisme, il est indispensable d'instaurer une gouvernance vertueuse. Soumaïla Cissé a prévu près de 1000 milliards de francs CFA pour doter nos forces, pour les motiver, pour les mettre dans les conditions, pour refonder notre outil de défense et de renseignement. Yessa Maki est le président du Parti pour l'action civique et patriotique, PACP. Il est à son 2e essai à la présidentielle. Ce diplomate de carrière prône, entre autres, un message sur la transparence. Nous avons un nouveau message basé sur la transparence, sur une gestion nouvelle, pour que nous puissions voir un nouveau jour dans ce pays. Ce que j'ai toujours dit, il faut qu'on aille au-delà des lignes partisanes. Et c'est ce que nous allons nous allonger, parce que le message que nous passons, les gens reçoivent cela. La course au palais de Koulouba, dimanche, les Maliens vont voter pour élire leur prochain président parmi 24 prétendants. Tous appellent à une présidentielle apaisée. C'est donc demain le jour J pour ce scrutin malien et le gouvernement prévoit un plan pour une bonne couverture sécuritaire. Le vice-président de la commission en charge du volet sécurité a donné des informations sur cette opération de sécurisation. Sidonie Davila. Nous sommes à la veille de l'élection présidentielle au Mali et la sécurisation du scrutin est une inquiétude partagée par l'ensemble des populations. Quand la population n'est pas en sécurité, moi, je pense que ce pouvoir-là n'a aucun sens. Il y a des zones dans notre pays aujourd'hui où les gens ne peuvent pas voter, où les urnes ne peuvent pas aller là-bas. Donc, moi, je pense que c'est à ce qu'il faut penser.
Cette préoccupation du peuple malien l'est également pour le gouvernement qui en a fait sa priorité. À travers le département de la sécurité et de la protection civile, une commission sécurité impliquant l'ensemble des forces présentes est créée. Objectif, mettre en place un dispositif sécuritaire en vue d'assurer la bonne tenue du scrutin. Ce dispositif prend en compte avant, pendant et après les élections. L'ensemble du dispositif a été élaboré par cette commission-là. Et cette commission comprend des membres titulaires et des membres observateurs. Ces mesures sont entre autres le convoyage des cartes d'électeurs, le convoyage du matériel électoral de façon générale, également aussi les mesures telles que la protection rapprochée des candidats. Le commissaire Bakoun Kanté rassure que tout est mis en œuvre pour garantir un environnement électoral serein. C'est-à-dire que l'effectif qu'on a mobilisé pour l'élection présidentielle est estimé à 30 000 hommes environ. Voilà. Ces 30 000 éléments viennent des forces de défense et de sécurité du Mali, des groupes armés. Il y a aussi l'aménagement qui est là pour nous appuyer. Barkhane aussi. Le vice-président de la commission sécurité note également la bonne tenue de la campagne. Selon lui, aucun incident majeur n'a été enregistré. En Côte d'Ivoire, et on se retrouve à Anyama Awabo, une localité située à 1 km de la commune d'Anyama, pour la fête de génération en pays Atié. Après avoir régné 20 ans sur le village, la génération des Djoubo a passé le flambeau à une nouvelle génération. Les Mounans vont diriger à leur tour pendant les 15 prochaines années. Davis Oyo et Franco Adio. Les guerriers des 4 générations gérant le pouvoir en pays acquis entament la procession. Ils exécutent avec aisance le foquet, danse guerrière réservée uniquement aux initiés. Chez ce peuple du sud de la Côte d'Ivoire, il existe dans chaque génération 4 classes d'âge. Dans la procession, au premier rang, les plus jeunes de chaque classe d'âge. En tête, la génération Mouna, les moins âgés. Et en dernière ligne, les doyens d'âge symbolisés par la génération Djoubo. Toutes ces générations se dirigent vers la place publique du village à l'appel du tambour parleur. Nous sommes aux festivités marquant la fin des 20 ans de règne de la génération Djoubo dans le village d'Anyama Awabo, dans la commune d'Anyama. Autre temps fort, parade et démonstration de force des guerriers devant les autorités administratives et coutumières. Nana Aboua Clément, 3e chef du village de la génération Djoubo et chef en exercice, c'est à lui qu'incombe la tâche de veiller à la passation du flambeau à la génération Mouna. Nos parents, nos devanciers transmettaient le pouvoir à leurs filleuls par la classe d'âge, les Tchouba, c'est-à-dire les deuxièmes fils de la génération. Et donc vers la fin des 20 ans de règne de la génération Djoubo, les membres de la génération ont trouvé nécessaire d'obéir à ces principes. Donc c'est en cela que j'ai été désigné comme celui qui doit pouvoir transmettre le flambeau à nos filleuls, les Mouna. Aux côtés de la génération sortante, les représentants des doyens d'âge des familles d'autres villages, autorités, parrains et même population en phase avec les traditions ont investi la place du village. Avec ce système de génération, je crois que c'est la démocratie en pays entier ici à Anyama Awabo. Donc le pouvoir se donne et après il y a des changements sans problème. Anyama Awabo, ce village de 1500 âmes, est composé de 4 générations, les Nyando, les Mouna, les Djoubo et les Bléchoué. Dans cette localité, comme ailleurs en pays acquis, le pouvoir se gère à tour de rôle entre ces 4 générations. La génération Djoubo au pouvoir depuis 20 ans cède ainsi le pouvoir pour les 15 prochaines années aux Mouna. Ces derniers pourront l'exercer dans un an.
20h29, l'invité de notre page culture ce soir s'appelle Médard Kouassi. Il est chercheur spirituel, médecin holistique et écrivain spirituel. On parle avec lui de la force de la pensée, comment tirer profit de la puissance de votre pensée. C'est le titre de son livre d'une centaine de pages paru cette année 2018. Rebonsoir Médard Kouassi. Oui, bonsoir Mme Fofana. Alors avant de parler de votre œuvre, dites-nous en plus sur votre profil. Chercheur spirituel, médecin holistique, écrivain spirituel, ce ne sont pas des métiers vraiment répandus? Oui, c'est vrai que ce n'est pas répandu, mais il vaut mieux avoir quelque chose de rare que d'être dans tout ce qui a comme connu. Voilà. Donc la médecine holistique, si on doit la définir, la médecine holistique, on peut dire que la médecine holistique, c'est le summum de la concrétisation de toutes les sciences comme la numérologie, la maîtrise de toutes les sciences comme la numérologie, la géomancie, la cartomancie, la numérologie, l'angéologie. Donc pour être médecin holistique, il faut pouvoir maîtriser toutes ces sciences-là. Et donc le médecin holistique, ce sera quelqu'un qui va intervenir sur l'homme en entier. Parce que holistique sort du grec holos, qui veut dire tout en entier. Donc on intervient sur l'homme en entier. L'esprit, le corps, l'âme et le corps physique. Alors, M. Kouassi, est-ce que ça ne relève pas un peu du mystique, du surnaturel? Mais qu'est-ce qui n'est pas mystique? L'homme lui-même est un mystère. Regardez la naissance de l'homme. À partir d'une goutte d'eau, d'une goutte de sperme, regardez tous les os et toute la chair. Donc l'homme lui-même est un mystère. Donc la vie est un mystère. Rien ne doit être mystérieux puisque la vie elle-même est un mystère. Un mystère à étudier comme vous l'avez fait et les résultats sont dans cette œuvre, La force de la pensée. Oui. Nous allons la décortiquer, ce sera tout juste après ce sujet de Franck Quadio où il nous explique un peu de quoi il s'agit dans ce livre. Merci. 3 chapitres axés sur la pensée et la méditation. L'œuvre est de l'écrivain holistique Médard Kouassi. La force de la pensée. Comment tirer profit de la puissance de la pensée. La démarche est guidée par le désir d'orienter sur le chemin, ou même vers l'idéal de vie en évitant certaines conséquences négatives de nos actes. Combattre l'ignorance, donc, en se connaissant soi-même. Médard Kouassi, pour apporter ses réponses, scrute les moindres méandres du cerveau. Il va même faire ressortir ce que les philosophes appellent les actes manqués. Dans son œuvre, il recommande une bonne utilisation de la pensée et de l'autosuggestion, qui sont ces paroles qui donnent la solution aux situations. En somme, la force de la pensée, comment tirer profit de la puissance de la pensée, un livre qui vient ou qui veut apporter des réponses. Alors, M. Kouassi, comment tirer profit de la puissance de votre pensée? C'est le titre du livre. Alors, nous vous retournons la question. Comment est-ce que cela se passe? Bon, cela se passe en utilisant à bon escient la pensée, qui est une arme, qui est un élément assez puissant, qui est mis à notre disposition par l'Éternel. Et donc, il y a des techniques, il y a un apprentissage qu'il faut faire. Et la première étape, c'est la maîtrise de la projection de la pensée. Et cette maîtrise-là part par l'étude et la pratique de la méditation. Et la méditation, c'est la science qui va nous permettre d'apaiser l'esprit, de mettre l'esprit dans une ligne bien précise et de l'orienter vers le but de ce qu'on recherche. Et voilà comment on peut utiliser la pensée à bon escient pour s'attirer ce qu'on veut comme élément dans la nature. Alors, vous avez parlé de technique, vous avez parlé d'acquisition au fur et à mesure. Concrètement, est-ce que c'est aussi facile que vous le dites? Comment est-ce qu'on peut vraiment capitaliser, vraiment utiliser sa pensée pour avoir des actions sur notre vie au quotidien? Oui, il faut dire que c'est pas... Mais rien n'est facile dans la vie. Hein? Même manger, quelquefois, on a des difficultés pour manger, même pour dormir. Donc, rien n'est facile dans la vie. Bon, il faut dire que moi, j'étudie quand même la spiritualité depuis près de 35 ans. Et donc, il faut avoir une discipline de vie. Il faut pouvoir étudier les sciences dont j'ai parlé et il faut pouvoir avoir une discipline de vie. Et cette discipline de vie part du fait qu'on doit avoir une alimentation saine, on doit avoir des pensées saines, on doit avoir des fréquentations saines, on doit être sain de corps et d'esprit en général pour pouvoir projeter de façon efficiente cette puissance qu'est la pensée.
Alors, M. Kouassi, vous dites que la réussite se programme, mais comment est-ce qu'on la programme? Est-ce que tout le monde ne veut pas réussir? Mais si tout le monde veut réussir, justement, tout le monde veut réussir. Mais comment réussir? C'est ça, c'est pour ça que nous avons écrit ce livre. Donc justement, comment est-ce qu'on programme cette réussite? Oui, la programmation de la réussite est assez simple et assez compliquée. Assez simple parce qu'on vous donne les techniques. Dans ce livre, vous avez les techniques, des autosuggestions. Une autosuggestion est disons, un groupe de mots, une phrase qu'on se répète, autosuggestion, qu'on se suggère soi-même. Et à force de se suggérer, ça prend forme et ça devient de la réalité. Et donc, celui qui veut réussir va faire cette programmation. Et la programmation se fait par ces autosuggestions et il y a des moments qu'il faut utiliser. Là, on parle maintenant de la loi du rythme. Plus dans la tradition, on dit l'eau qui tombe goutte à goutte sur le rocher le plus dur finit par le percer. Mais voilà. Donc, chaque fois que vous allez faire cette autosuggestion, à une heure bien précise, vous déclenchez dans l'univers certaines énergies qui vont vous aider à aller vers le but de votre pensée. Alors, vous parlez aussi des causes des échecs, c'est en page 26. Quelles sont ces causes? Oui, les causes des échecs, c'est la jalousie, c'est le manque de pardon. Parce qu'en fait, c'est dans le cœur que se trouve la porte de toutes les réussites, de toutes les chances. Et quelqu'un qui a le cœur chargé, quelqu'un qui est rempli de rancune, ne peut pas réussir dans la vie. Parce que la porte étant fermée, aucune énergie positive ne peut rentrer dans son cœur et toucher son esprit pour débloquer cette énergie de pensée, pour acquérir, pour toucher et acquérir ce qu'il doit avoir. Donc, les causes de l'échec, il ne faut pas être jaloux. Il faut plutôt prier pour les personnes qui réussissent et chercher à comprendre comment elles ont fait pour réussir, pour passer sur ce chemin-là pour réussir. Pardonner, pardonner, pardonner. Pardonner soi-même et accepter le pardon des autres. Voilà les causes des échecs. Les gens ne réussissent pas parce qu'ils sont jaloux. Les gens ne réussissent pas. Ils sont méchants, ils ne sont pas positifs. Vous parlez, vous donnez ici quelques affirmations positivantes, notamment, je prends cette phrase, « J'aime l'argent et je m'en sers sagement, constructivement et judicieusement ». Est-ce que avoir cette pensée régulièrement nous permet d'acquérir des biens matériels, d'avoir de l'argent? Ben oui, bien sûr. L'argent est une énergie. Autant on prie pour être guéri, autant on doit prier aussi pour avoir de l'argent. Mais il faut se dire que les techniques que je donne ne sont pas des techniques, comme on dit, tu appliques aujourd'hui et demain matin. Ce n'est pas de la magie noire, en fait. C'est scientifique. Il faut le faire quotidiennement pendant un certain temps qui est bien indiqué. Et il n'y a pas de raison que vous n'obtenez pas ce que vous voulez. L'argent est une énergie. J'aime l'argent. Il y a des gens qui disent non, l'argent n'est pas bon. Mais tant que tu vas dire que l'argent n'est pas bon, tu coupes cette énergie qui doit t'envoyer de l'argent. Donc l'argent est bon, l'argent est très bon. L'argent circule constamment dans ma vie. Il n'y a pas de raison que l'argent ne circule pas, c'est une énergie. Absolument. Est-ce que cela ne se retrouve pas dans la prière? Par exemple, quand on prie au quotidien, on demande à Dieu d'avoir de l'argent ou bien d'avoir les choses qui nous tiennent à cœur? Oui, mais il y a prière et prière. Voilà. Il ne faut pas passer toute la vie ou bien tout le temps en train de prier. Ça ne sert à rien. Justement, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là, très pratique. En 5 minutes, vous pouvez avoir ce dont vous avez besoin pendant un certain temps, que de passer des heures et des heures. Il faut travailler. C'est le travail qui nous procure l'argent. Et c'est l'énergie qu'on va amener dans ce travail-là qui va nous procurer de l'argent. Donc, ça ne sert à rien de passer des journées et des journées de veille, de prière. Et ça ne sert à rien du tout. Il y a des techniques propres, directes, qui vous permettent d'avoir ce dont vous avez besoin. Voilà. D'accord, des techniques propres, directes, qui sont consignées dans ce livre. La force de la pensée, comment tirer profit de la puissance de votre pensée. Peut-être que la tenue vestimentaire en fait partie. Nous constatons ce soir une tenue particulière. Oui, c'est une tenue particulière parce que on parlait de la pensée. Oui. C'est un exemple assez édifiant parce que dès que l'émission Page Culture a commencé, je me suis dit, il faut que je passe à cette émission parce que c'est le summum de l'émission des hommes de l'art, de la culture et tout ça. Et vous vous êtes dit, il faut que je sois là aujourd'hui? Oui, aujourd'hui je suis là. Voilà, donc une preuve que la pensée joue. Et j'ai cousu cet habit-là il y a 6 mois. Je dis, il faut que je passe à cette émission avec cet habit pour magnifier Dieu. Parce que vous voyez le signe qui est sur cet habit, c'est le signe du nom de Dieu, en Angoma, chez les Akans. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ça, c'est le nom de Dieu chez les Akans. Et donc, je me suis dit, comme je travaille avec l'énergie de Dieu, qu'est-ce que je peux donner à Dieu pour lui dire merci? Donc, je vais tout faire pour passer à cette émission, pour porter cet habit et dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et dire merci aussi à la Vierge Marie.
tout ce qu'elle a fait pour moi. Merci à vous, Monsieur Médard Kouassi. Merci d'être venu sur notre plateau. Nous avons pris bonne note. Nous allons continuer de feuilleter cet ouvrage et pourquoi pas arriver à la réussite. Il est assez pratique. Tous les exercices sont pratiques. Il faut les appliquer, c'est tout. Merci à vous, merci à tous de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Nous vous souhaitons de passer un très bon week-end sur RTI 1 et à demain 20h.